Bonjour à tous, moi c'est Harold, ça me fait plaisir d'animer ce webinaire avec Manon et de partager avec vous nos retours d'expérience. Donc pour la petite anecdote, j'ai rencontré Manon à une soirée d'entreprise. On avait un verre à la main, on a pas mal parlé de nos missions respectives et de design. On s'est rendu compte que alors qu'on faisait le même métier, sur des scopes, on travaillait sur des scopes très différents. Là où elle intervient principalement sur la phase de recherche, j'interviens plus généralement sur la phase de conception et de livraison. Depuis, on s'est toujours dit que nos compétences étaient très complémentaires, d'où l'idée de notre thème aujourd'hui, design mixologie, la discovery, l'IA et les design tokens pour optimiser son workflow. Ce webinaire, il s'adresse à des curieux et à des designers de tout niveau. Du coup, on va commencer et maintenant, je te laisse la parole. Merci. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis UX designer de métier. Ça fait 6 ans maintenant que j'exerce. Je suis actuellement en mission chez Orange pour le cabinet Niji. Et pour vous faire rapidement mon parcours, j'ai d'abord commencé des études de design et de conception graphique. Ensuite, je me suis orientée vers l'UX. J'ai aussi fait des études de psychologie cognitive et à travers mes expériences, j'ai pu travailler pour des clients comme la RATP, Suez, Taxi G7. Et actuellement, je suis en mission chez Orange. Je fais partie de l'équipe assistance et je travaille plus particulièrement sur la page aide et contact du site et de l'application et encore plus précisément sur le parcours d'autodépannage des clients qui sont en situation de panne Internet. Donc, vous l'aurez compris, mon profil intervient plutôt au début de la conception, notamment sur la partie recherche utilisateur et étude des comportements humains. Et chez Orange, je suis en charge de la discovery qu'on mène dans le but de comprendre mieux les ressentis des personnes qui sont en panne Internet, dans le but d'améliorer le parcours et de leur proposer une expérience plus qualitative. Donc, oui, donc pour vous représenter rapidement les 5D que vous connaissez sûrement du design, moi je vais plutôt parler de la première partie, donc de la discover. Et donc, qu'est-ce que la discovery ? La discovery, c'est une méthode qu'on utilise en design, en particulier lorsqu'on conçoit des expériences centrées sur l'utilisateur et dans le développement de produits. Les objectifs principaux de la discovery, ça va être, donc vous l'aurez compris, de comprendre le contexte et les besoins des utilisateurs en profondeur, d'identifier leurs attentes, leurs motivations, leurs points de douleur et de leur proposer des solutions. C'est aussi explorer des opportunités d'amélioration en analysant leur comportement, leurs besoins et de proposer des innovations, des améliorations. Ça permet aussi de formuler des hypothèses et des objectifs clairs qu'on va chiffrer, enfin qui sont chiffrables et qu'on va chiffrer dans le but de se fixer des objectifs réalistes. C'est aussi une manière de minimiser les risques en s'assurant que les décisions sont prises et fondées sur des données existantes et donc d'avoir une compréhension approfondie du problème et dans le but de créer des solutions qui répondent vraiment aux besoins. Des exemples de méthodes qui peuvent être utilisées dans la phase de discovery, ça va être évidemment la recherche utilisateur, que ce soit sous forme d'interview avec les utilisateurs finaux, sous forme de sondage, mais également d'observation directe. Ça peut être aussi de l'analyse de données existantes, donc des études de marché, des données analytics, des feedbacks utilisateurs. Et évidemment aussi des ateliers collaboratifs avec les parties prenantes, donc des sessions de brainstorming, de co-création, etc. Pour vous donner un peu plus de détails sur les étapes que j'ai pu mettre en place au cours de cette discovery, ça a commencé par un service Blueprint, donc qui est un support qui permet de cartographier l'expérience actuelle et de voir aussi ce qui est visible pour l'utilisateur et ce qui est propre à l'entreprise, et donc de voir comment ces parties, on va dire front et back, interagissent. J'ai aussi recueilli différentes études qui m'ont permis de comprendre un peu comment étaient gérées les pannes Internet chez cet opérateur mobile. Aussi un benchmark pour étudier les forces et les faiblesses de la concurrence. Et enfin, la méthode Speech Analytics qui consiste en fait à faire une sorte de double écoute des appels au service client pour comprendre la satisfaction ou l'insatisfaction client. Donc, c'est sur cette étape en particulier que je vais m'approfondir aujourd'hui.
parce que c'est au cours de celle-ci que j'ai pu tester les performances de l'IA et voir si il était pertinent d'utiliser l'intelligence artificielle pour de l'analyse de données. Donc, sans plus tarder, Speech Analytics, pourquoi on a décidé d'utiliser cette méthode? Pardon. Donc, ça permet de comprendre les problèmes des clients qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes en autonomie, donc via le site ou l'application. Ça permet aussi d'identifier les solutions qui sont apportées par les téléconseillers, de comprendre la satisfaction ou l'insatisfaction client, de récolter des connaissances sur leurs usages et des apprentissages pour l'assistance digitale. Donc, l'hypothèse que j'ai posée au départ, c'est que plus un client va être à l'aise avec la technologie et plus il va être enclin à s'auto-dépanner en ligne et donc à ne peut-être pas appeler le service client. Donc, pour recueillir ces données, j'ai mis en place une grille d'observation qui m'a permis de récolter les différentes données qui étaient émises au cours des appels. Donc, par exemple, la situation géographique de la personne, son sexe, la date, le produit dont on parlait, les problèmes rencontrés par le client, les solutions apportées, ce qu'on a appris et les idées pour l'assistance digitale. Ensuite, sur le logiciel Speech Analytics, j'ai paramétré les appels de manière à cibler ceux qui avaient fait un click-to-call, de manière à m'assurer que c'était des personnes qui étaient passées via le digital avant d'appeler le service client. Donc, pour l'analyse de ces données, j'ai décidé d'adopter une approche mixte, donc à la fois quantitative pour mesurer l'ampleur des problèmes, mais également qualitative pour comprendre les nuances et les détails des expériences vécues par les clients. Après avoir recueilli 60 échanges, j'ai décidé en parallèle de mon analyse donc d'intégrer l'IA à la démarche. J'ai rédigé un prompt précis que je lui ai fourni au format CSV. Ensuite, je me suis amusée à lui poser différentes questions pour essayer d'affiner ses réponses et de voir si ce qu'elle proposait était plus fiable et plus pertinent. Donc, l'idée d'utiliser cette IA aussi, c'était de vérifier sa capacité à analyser de la donnée en quantité, même si 60, ça reste encore assez léger comme nombre de données. On est quand même sur un nombre assez important et donc de voir aussi si ça me permettait de gagner du temps sur la partie analyse et pourquoi pas de générer de nouvelles idées. Donc sans plus tarder, je spoil les résultats qui ont été au final peu concluants pour ma part. Je pense que actuellement l'IA générative peut être utilisée en complément d'analyse pour prendre du recul et générer de nouvelles idées. En revanche, je pense que les résultats étaient encore trop peu satisfaisants pour ce projet en particulier, en tout cas. Ce que j'ai constaté, c'est que au-delà de 30 écoutes, les résultats étaient moins pertinents qu'à 60. Donc, est-ce que c'est une question de nombre de données dans le fichier? Est-ce que c'est la présentation de mon fichier qui a influencé les résultats? En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que l'IA hallucinait et me donnait des résultats faux, voire hors sujet. Donc, j'ai trouvé que c'était limite pire à 60 écoutes. Et même en retravaillant le prompt et en l'obligeant à sourcer et en lui demandant d'aller chercher dans le fichier quelle ligne, quelle colonne il avait utilisé pour tirer ses conclusions. En fait, il me donnait des sources, mais quand j'allais vérifier, il n'y avait pas du tout les données qui disaient qu'il y avait. Donc, c'est important aussi d'avoir en tête les données et le fichier qu'on fournit à l'IA, parce que si on n'a pas du tout connaissance de ce qu'on lui donne, on peut prendre pour argent comptant son analyse et donc raconter des bêtises, quoi, tout simplement. Donc, voici un exemple de prompt au travers lequel donc, je lui ai demandé de faire partie en fait de l'équipe de designers qu'on forme chez Orange et donc de nous aider à améliorer notre service. Je lui explique que je vais lui fournir un fichier au format CSV et qu'il va devoir me donner différentes informations sur les problèmes rencontrés, les solutions apportées, les apprentissages et des idées pour l'assistance digitale. En fait, ça reprenait le système de colonnes que j'avais fait dans le fichier. Et là, en fait, c'est
version finale, si je puis dire, du prompt que je lui ai fourni, parce que c'est dans celle-ci où je lui demande, comme vous pouvez le voir à l'écran, de me donner le nombre d'occurrences et d'aller chercher les références dans le fichier. En fait, c'était une manière pour moi de l'obliger à sourcer ce qu'il me disait. Et en fait, malgré cela, il était capable de me sourcer des sources qui n'existent pas, en fait, tout simplement. En revanche, je me suis aussi amusée avec un prompt plus simple, avec les mêmes données. Je lui ai demandé de me faire 4-5 personas. Pour le coup, les résultats étaient assez bluffants parce que avec le peu de données qu'on lui a fournies, il a quand même réussi à extraire 4-5 personas qui correspondaient exactement à ceux que nous, on avait à notre disposition et qu'on avait fait sans IA. Donc, pour ce qui est persona, je pense que ça peut être une bonne chose d'utiliser l'intelligence artificielle. À partir du moment où les données sont réelles, en fait, c'est assez concluant comme exercice. Alors, évidemment, ça me donnait du texte. Les présentations que vous voyez, les templates que vous voyez à l'écran, c'est moi qui les ai fait ensuite sur Figma. Et également pour l'exercice de user journée, de la même manière, je lui ai demandé de me résumer en fait l'expérience utilisateur type d'une personne qui se retrouve en situation de panne, donc avec les premières étapes, la reconnaissance du problème, la recherche d'assistance, peut-être l'appel au service client, etc., jusqu'à la résolution de la panne. Donc pour ces deux exercices-là, je dois dire que j'étais plutôt satisfaite des résultats que l'IA me proposait. En revanche, pour de l'analyse de données, je suis encore pas convaincue pour ma part en tout cas. Tout ce que je dis n'engage évidemment que moi et mon expérience. Donc en conclusion, les bénéfices que j'ai pu observer, ça va être la sensibilisation et l'évangélisation de l'usage de l'IA au sein des équipes qui ne sont pas toujours au courant ou à l'aise avec l'idée d'utiliser ces outils-là. Ça permet aussi d'explorer plus de solutions design en moins de temps, de générer de nouvelles idées. En revanche, en ce qui concerne les limites, donc vous l'aurez compris, j'ai observé un manque de précision, de pertinence et de fiabilité dans les résultats obtenus, des difficultés à demander à l'IA de sourcer ses observations. Donc pour moi, c'est peut-être le point gênant le plus important. Le nombre de données qui augmenterait peut-être les incohérences, c'est une question. Et au final, pas de gain de temps. Donc, ce qu'il y a à retenir de mon expérience, les apprentissages clés, d'abord, la rédaction du prompt va être essentielle. Plus il est cadré et plus il y a de chances que l'IA réponde à la demande, évidemment. Et si le designer n'a pas une connaissance précise des données qu'il fournit, il ne pourra pas vérifier et identifier les potentielles erreurs de l'IA. Quelques conseils pour intégrer l'IA. Donc déjà, c'est de s'assurer que l'équipe design est formée à l'utilisation des outils et si ce n'est pas le cas, en tout cas, d'en parler, et, de partager son expérience, que ce soit dans l'usage professionnel ou personnel de l'IA. Si possible, de collaborer avec des data scientists ou des experts en IA pour maximiser l'efficacité et la performance dans le processus. Et évidemment, toujours garder un regard critique sur ce que l'IA propose, parce qu'au final, le professionnel, ça restera toujours la personne qui est devant l'ordinateur. Et donc, pour maximiser les bénéfices, bien structurer les données, parce qu'effectivement, je me suis demandé si la structure de mon fichier n'avait pas influencé les résultats. À voir. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir au moins quelque chose de propre. S'assurer que les processus et les décisions prises par l'IA sont transparents. Ça va permettre en fait à l'équipe aussi d'adopter plus facilement les résultats proposés et de lui faire confiance. Et donc, je pense en une phrase qui résumerait tout ça, c'est d'utiliser l'IA pour compléter et augmenter les capacités humaines, mais pas pour les remplacer. Cette slide résume en quoi l'IA générative peut être intéressante ou pas dans le process design. Donc là où elle va être intéressante, ça va être pour tout ce qui est classement, segmentation, modélisation, automatisation, génération d'idées, l'optimisation. En revanche, là où ça va être encore trop peu performant, selon moi, ça va être sur tout ce qui est compréhension, interprétation de données, le raisonnement, créer quelque chose à partir de rien, la justification et la contextualisation. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser maintenant ou à la fin de la présentation
Si c'est pas pour tout de suite, je vais passer la parole à Harold. Merci. Merci Manon. Je pense qu'on peut attendre quelques dizaines de secondes pour voir s'il y Pour a des voir questions qui s'il y arrivent. a une question qui pop, tout à fait. Bon, pour le coup, j'en vois pas, et au pire, on prendra les questions à la fin. Yes. Donc, bonjour et merci à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc moi, c'est Harold Ngano. Je suis senior product designer actuellement en freelance et en mission chez L'Oréal. J'ai commencé ma carrière après des études de design graphique, à la suite desquelles j'ai travaillé dans tout type d'entreprise, agences de com, grandes entreprises, start-up, etc. J'ai ensuite suivi une formation en développement web qui m'a permis de transitionner vers le métier de product designer. Depuis un peu plus d'un an, je suis en mission chez L'Oréal, travaillant sur l'optimisation de leurs produits de diagnostic basés sur l'utilisation de la réalité augmentée. Si Manon vous a présenté un projet autour de la discovery, ma partie, elle est à mi-chemin entre les phases de design et de développement. Elle couvrira l'application de design token dans l'interface d'un produit. Si je fais bien mon boulot, à la fin de la présentation, vous devriez comprendre ce que sont les design tokens, leur nomenclature et les opportunités liées à leur utilisation. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un design token? Donc, défini ici par la W3C, je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'est cette organisation et sa mission. Un design token, c'est la source unique de vérité pour nommer et stocker une décision de conception. Les équipes l'utilisent à travers des outils de BAO et les langages de programmation. De manière plus simple, qu'est-ce que ça veut dire? Faut penser au design token comme à des surnoms pour vos éléments de style, au lieu d'utiliser des codes bruts, comme dans cet exemple, un code hexadécimal pour exprimer une couleur, on va lui donner un nom plus explicite et facile à comprendre. Ici, Blue 600. Ces surnoms ou design token, du coup, stockent des éléments de style, type, couleur, font, spacing, qui composent la partie visible et interactive d'un produit digital, qu'on appelle également l'UI d'un produit, UI qui est l'acronyme d'interface utilisateur. L'utilisation de design token, pour moi, rappelle la création de langages informatiques. Le but de ces langages pour l'homme, c'est de faciliter la communication avec la machine en humanisant le langage binaire d'un ordinateur fait de 0 et de 1. En langage informatique, on utilise donc des mots pour exprimer des 0 et des 1. Là, pareil, on va faire appel à un mot pour matérialiser un élément de style et donc le rendre plus clair. Maintenant qu'on a créé nos design tokens, qu'est-ce qu'on fait? Le but, par la suite, c'est de les assembler et d'en dégager un thème. Le fait d'avoir un thème permet de créer un standard ou un template, et on sait d'un template qu'il augmente la productivité tout en maintenant une cohérence de style sur l'ensemble d'une expérience. Donc, dans cet exemple, background qu'on a ici signifie fond, donc couleur de fond, et border signifie bordure. La plupart du temps, en fait, on va avoir pas mal d'anglicismes parce que naturellement, dans le product design, on parle énormément anglais, donc c'est pas moi qui décide de faire ça. On attribue ainsi la même couleur à deux éléments, mais on les différencie par le nom. Pourquoi? Disons par exemple que la couleur principale de ma marque change, donc du bleu, je passais à l'orange. J'ai qu'à changer la valeur à un seul endroit, donc je remplace de blue 600 par un orange. Et donc ce changement, il sera automatiquement répercuté sur le reste de mon design et sur le reste de chaque instance qui fait appel à cette couleur. Et c'est cette automatisation qui nous fera gagner en temps et en productivité. Pour l'historique d'ailleurs, l'idée des design tokens a commencé avec le design system de Salesforce en 2014 et a récemment été popularisé avec l'émergence des design systems et des variables Figma. Les design tokens sont comme des briques de construction d'un design language ou langage de design en français, assurant qu'une marque ait la même apparence sur toutes les plateformes. Pour précision, un design language, c'est l'ensemble des règles et des principes qui expriment l'identité visuelle d'une marque. Pourquoi utiliser les design tokens? Avant l'apparition des design tokens, les équipes de design et de développement
faisait face à plusieurs problèmes. Donc, la gestion et la cohérence visuelle entre différentes plateformes était difficile, avec des variations dans le style, donc encore une fois, les couleurs, les typographies, etc. On se retrouvait assez facilement avec des composants qui étaient inconsistants, donc dans toute l'expérience, et qui pouvaient impacter négativement l'expérience utilisateur. Pour l'analogie, on a prouvé que le fait de changer la taille d'une marche, d'un escalier, peut engendrer 50% de chute en plus. Donc là, pareil, en perdant en cohérence dans son style, on peut créer une confusion sur son produit et sur sa fonction pour un utilisateur. Un des deuxièmes problèmes qu'on pouvait rencontrer, c'était au niveau de la maintenance et de la mise à jour des systèmes qui devenaient complexes, car un changement de design, donc par exemple une nouvelle couleur primaire comme dans l'exemple précédent, nécessitait des mises à jour manuelles à chaque occurrence et augmentait le risque d'erreurs humaines. Enfin, la communication entre designers et développeurs était souvent source de confusion, car les spécifications de design n'étaient pas traduites efficacement en code. L'utilisation des design tokens résolve ces problèmes et présente même de nouvelles opportunités. Donc, cohérence du style. En centralisant les valeurs de style, l'utilisation de design tokens élimine les divergences des composants d'une même marque, assurant une uniformité visuelle sur tous ses produits. Facilité de mise à jour. Une fois un design token modifié, le changement est automatiquement répercuté dans l'ensemble du produit, réduisant le risque d'erreur humaine. Et enfin, la collaboration facilitée. Les design tokens créent un langage commun entre les équipes de design et de développement, rendant le hand-off, donc la passation des maquettes aux développeurs, plus fluide et moins sujet à interprétation. La taxonomie des design tokens et de style. Les design tokens fonctionnent sur un principe de granularité. Moi, j'aime voir ça comme un jeu des 7 familles qui intègre un système de gradation et de précision. Dans notre exemple, on prend la famille Jackson, on demande Michael, donc un premier niveau de précision, qu'on reconnaît aussi par le surnom de King of Pop, donc deuxième niveau de précision. Ce deuxième niveau de précision, il permet de donner une indication sur la fonction de Michael, qui justement est un artiste dans la pop. Les design tokens se déclinent ainsi en 3 niveaux principaux: primitif, sémantique et composant. La taxonomie, donc la taxonomie, ça veut dire la catégorisation des design tokens est relative à chaque équipe et à chaque projet. Pour les primitifs tokens, on y retrouve les valeurs de style fondamentales, donc les plus basiques, couleurs, typographie, espacement, encore une fois, etc. On va ensuite avoir les semantic tokens, donc le deuxième niveau, aussi appelé alias token. Ils utilisent un token primitif comme alias pour exprimer une valeur. Ça signifie qu'un semantic token, il peut stocker la valeur d'un token primitif, donc au niveau au-dessus, pour en utiliser la valeur. Ce niveau de token vient donner un renseignement plus clair sur la fonction et ou le cas d'usage spécifique de ce token dans notre design system. Enfin, on a les component tokens. Ils sont spécifiques à des composants comme un bouton, une checkbox, un champ de formulaire, etc. Et garantissent que ceux-ci puissent être utilisés et stylisés de manière plus personnalisée. En design, et vraiment dans le design dans toute sa largeur, ça veut dire même l'identité, même le design graphique, on reconnaît principalement 12 catégories fondamentales de style qui viendront alimenter nos design tokens. On a la couleur, la police, l'espacement, la taille, la bordure, l'arrondi d'angle, le dégradé, l'ombre portée, le déplacement, le temps, les icônes et l'élévation. Quand on les combine, ils permettent de traduire l'identité visuelle d'une marque, cette même identité visuelle qui permet à une marque de se distinguer et d'être reconnaissable de tous. Comment nommer ces design tokens? Maintenant que vous avez les bases, on va pouvoir passer à un niveau de nom de token plus sophistiqué. Donc, un design system complexe nécessite une nomenclature cohérente. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas défini ce qu'est un design token, un design system. Donc, un design system, c'est l'ensemble de composants et de standards d'une marque qui lui permettent de maintenir la cohérence visuelle et fonctionnelle de ses produits à travers ses expériences.
vous aurez besoin de créer des patterns logiques. Donc, encore une fois, pour nommer les design tokens, vous aurez besoin de créer des patterns logiques intégrant une hiérarchie de niveaux pour nommer chaque token. La taxonomie des design tokens prend du temps. Encore une fois, et je répète, la taxonomie, c'est le fait de catégoriser les objets. Ici, ça va être l'isolation de chaque élément qui permet d'exprimer la fonction d'un token et ses variants. En général, les équipes consacrent beaucoup d'énergie à trouver la logique parfaite. Je vous conseillerais de vous inspirer d'autres design systems en partage libre, comme Base de Uber ou Vitamine de Decathlon, qui sont des très très bonnes sources d'inspiration. C'est aussi pas mal d'organiser des ateliers avec vos équipes pour trouver la structure la plus adaptée à votre usage. Et je vous recommande aussi vivement le travail de Nathan Curtis sur le sujet, qui est en source dans la description du webinaire. Donc l'actualité. Donc une bonne nouvelle, la W3C sortira bientôt un set de standards de design token. Donc la W3C, j'en ai parlé plus tôt, c'est une organisation qui vise à créer et à maintenir les standards du web. Elle aide les développeurs et les entreprises à suivre des normes communes pour que les sites et les services fonctionnent sur tous les navigateurs et sur tous les appareils. En gros, ce rôle-là, un peu de créer des standards, c'est, je ne sais pas si je peux faire une petite analogie, c'est un peu comme quand l'UE avait forcé, par exemple, Apple à standardiser, par exemple, ses prises et ses connexions. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, Apple utilise l'USB-C, là où ils avaient tenté un peu d'utiliser quelque chose d'autre. Et le but, c'est qu'on puisse optimiser finalement l'utilisation des choses qu'on produit. Et en l'occurrence, pour la W3C, c'est optimiser en fait les éléments et la construction de pages web ou voilà, créer des standards du web de manière générale. Donc la W3C, elle héberge des communautés avec chacune des missions bien spécifiques. On leur donne en l'occurrence les plus grands standards en termes d'inclusion et d'accessibilité sur le web. Une de leurs communautés, la Design Token Group Community, non, Community Group, donc au nom très explicite pour le coup, travaille en ce moment sur la création de standards en termes de design token. Lorsque la norme sera publiée, elle devrait permettre à des outils de PAO de communiquer dans le même langage. C'est-à-dire, vous pourrez prendre des couleurs de Figma et les utiliser dans Adobe Illustrator, par exemple, ce qui serait assez cool en soi. Et donc, du coup, ça faciliterait le travail avec, par exemple, des personnes en com et des personnes dans le produit, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette norme, vous pouvez aller sur le site officiel du groupe qui est en source aussi pareil dans la description. Gérer et maintenir ces design tokens. Les design tokens peuvent être gérés et distribués à l'aide de divers outils et technologies. Il est crucial de sélectionner les outils qui correspondent le mieux au processus de travail de votre équipe et aux plateformes pour lesquelles vous concevez. On dit que la plateforme des design tokens est agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez les gérer à partir de n'importe quel logiciel, c'est-à-dire Excel, Airtable, Notion, etc. Moi, personnellement, je les gère avec le logiciel Tokens Studio, donc qui est un plugin sur Figma. Transformer et adapter ces design tokens pour le handoff. Pour la précision, le design handoff, donc encore un anglicisme, c'est le processus de transfert des éléments de design des designers, excusez-moi, vers les développeurs afin qu'ils puissent être implémentés de manière précise et fidèle. Donc en fait, c'est vraiment le moment où je finis mon design en tant que designer et la passation que je fais aux devs en leur expliquant les spécifications des pages et du flow que j'ai conceptionné. Pourquoi est-ce qu'il faut transformer ces design tokens? Donc, en bas, vous voyez un exemple de ce que ressemble du coup, de ce à quoi ressemble un design token en format code et en format JSON. Et en haut, vous voyez la version en fait de ce à quoi ça ressemble sur un logiciel de PAO. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est finalement deux écritures qui sont différentes. Donc, si vous souhaitez utiliser vos design tokens sur toutes les plateformes, vous aurez besoin d'un transformateur de tokens pour en convertir les valeurs en un langage de code lisible par un développeur et par une machine. Il existe plusieurs logiciels qui permettent de transformer vos design tokens, Theo, Diez, Specify
et Style Dictionary que moi j'utilise. Donc, à vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Style Dictionary, donc du coup, il sert à analyser, à transformer vos design tokens, puis à les exporter vers n'importe quelle plateforme, iOS, Android, CSS, JavaScript, Figma, Excel, tout ce que vous pouvez imaginer. Par exemple, vous utiliserez Style Dictionary pour traduire des valeurs RGB en CSS, donc pour le web, ou des valeurs RGBA en JSON pour iOS, etc. Donc la limite des design tokens. La limite principale des design tokens, c'est leur complexité croissante, avec des design systems qui deviennent plus complexes ou qui sont plus étendus, et avec un niveau de granularité élevé, les design tokens peuvent devenir difficiles à gérer et à maintenir. Plus ils deviennent précis, plus ils peuvent perdre en sens pour ceux qui les utilisent. Là, on voit par exemple cet exemple-là avec le dernier, où il y a véritablement une précision et une granularité qui est assez excessive et qui ne permet plus en fait de suivre là où je dois utiliser mon design token. Donc encore une fois, et ça demande énormément de documentation pour que ce soit clair pour par exemple des nouvelles personnes et des nouveaux collaborateurs qui rejoignent l'organisation. Donc on touche déjà à la fin. Voilà, c'est déjà la conclusion. L'essentiel à retenir, c'est qu'on a appris que les design tokens sont des outils puissants pour standardiser et centraliser les décisions de design. Ils facilitent le hand-off et l'implémentation pour les équipes de programmation. Ils permettent la maintenance et une mise à jour simplifiée de l'interface visuelle d'un produit digital. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'au bout. Je suis disponible, pareil, disponible avec Manon pour répondre à vos questions.